Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 3460 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce vendredi 24 octobre avec des anniversaires. Et on peut voir par exemple un joueur connu les gars, Gundogan, milieu central maintenant du Galatasaray, ancien joueur de City ou même du Barça, il fête aujourd'hui ses 35 ans Gundogan. On peut voir également que Bruma, l'ailier gauche du Benfica, il fête aujourd'hui ses 31 ans. Ou Edson Alvarez, milieu défensif du Fenerbahçe, il fête aujourd'hui ses 28 ans. On continue, on va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée hier soir, donc jeudi. Et on commence bien sûr avec l'Europa League et concernant les clubs français qui ont joué. On commence tout d'abord avec la belle note, donc une victoire, parce qu'il y a quand même quelques défaites. Donc l'Olympique Lyonnais, l'Olympique Lyonnais joue contre le FC Bâle et Lyon s'est imposé 2-0, donc parfait, un but en tout début de match et un but en toute fin de match. Corentin Tolisso, buteur en tout début de match et Moreira, buteur en toute fin de match, donc parfait bien sûr pour Lyon qui enchaîne une nouvelle victoire en Ligue Europa, la passe de 3 matchs, 3 victoires. Voilà, 9 points pris sur 9 possibles, bien sûr. L'objectif, se qualifier, mais aussi essayer de finir dans le top 8. C'est le même format que la Ligue des Champions, ça y est, l'Europa League. Et pour l'instant, 3 victoires en 3 matchs pour Lyon, les gars. C'est très très bien parti. Et ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui, en ce vendredi 24 octobre. L'Europe comme remède, parce qu'après, ils avaient enchaîné 2 défaites. Cette équipe de Lyon, donc après 2 défaites d'affilée en championnat, Lyon a retrouvé le goût de la victoire et confirme son parcours sans faute en Ligue Europa, 3 victoires en 3 matchs. Donc parfait pour cette équipe de Lyon. Et concernant Corentin Tolisso, donc le capitaine bien sûr de l'équipe de Lyon, buteur au bout de 3 minutes de jeu. Donc un peu plus dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais, donc avec 46 matchs européens, il devient le 10e joueur le plus capé de l'histoire du club en Coupe d'Europe, devant Christophe Delmotte et ses 45 matchs avec Lyon en Coupe d'Europe. Donc lui maintenant il a 46 matchs en Coupe d'Europe et du coup il rentre dans le top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire de Lyon en Coupe d'Europe, que ce soit Ligue des Champions, Europa League, peu importe, c'est de l'Europe. Voilà ce qu'il y a à dire sur Lyon, donc soirée parfaite pour Lyon. Donc c'est pas la même chose concernant les 2 autres clubs français en Europa League. Tout d'abord Lille jouait contre le PAOK Salonique, un match fou, 4-3 pour le PAOK Salonique, donc ça c'est un très mauvais résultat. Pour l'équipe de Lille, à noter que Lille perdait 3-0 à la mi-temps, ils ont failli faire une remontada, regardez, il y a eu 4-3, ils étaient proches, mais ça n'a pas suivi. Voilà, quand tu dois remonter 3 buts à la mi-temps, c'est très compliqué bien sûr. Donc défaite de Lille, bien sûr, c'est une défaite très frustrante, on peut dire, parce que parce qu'on sait que Lille déjà c'est une très bonne équipe à domicile, c'est costaud. Saison dernière quand même à domicile, ils ont fait tomber des clubs comme le Real Madrid par exemple, le Real ou même la Juventus Turin, ou je crois l'Atlético aussi avait perdu du côté de Lille. Et là c'est le PAOK Salonique, c'est de la Coupe d'Europe pareil, et là ils ont perdu, c'est pour ça que ça passe pas trop du côté de Lille. Et surtout le président lillois, donc c'est Olivier Létang, donc lui il parle de l'arbitrage, parce que l'arbitrage n'a pas été bon. Je n'ai pas vu le match, mais j'ai vu la séquence où il dit qu'il aurait dû avoir penalty, et c'est vrai, il aurait dû avoir penalty les gars. Le coup de pression d'Olivier Létang aux arbitres du PAOK Lille, le président lillois aurait interpellé les arbitres en leur expliquant, avoir écrit Alexander Seferin, donc le président de l'UEFA, au sujet du penalty non sifflé par le LOSC. Regardez, là c'est à la mi-temps, donc les arbitres rentrent bien sûr dans leur loge, enfin dans leur petit vestiaire on va dire pendant la mi-temps, et il était juste là, les temps, on peut le voir en haut à droite là. J'ai déjà écrit à monsieur Seferin ce qui s'est passé ce soir, c'est incroyable, par rapport à l'arbitrage, parce qu'oubliez pas que l'UEFA, c'est eux aussi qui gèrent, bien sûr, qui est désigné comme arbitre. Et voilà, il a mis la pression en gros sur l'arbitre pour dire, tiens, moi j'ai écrit à votre président pour dire, en gros, vous avez fait n'importe quoi. Par rapport à ça, donc avant le but, bien sûr, du PAOK Salonique, donc il y avait une faute, il y aurait pu y avoir pénalty pour Lille. Donc le LOSC doit se voir siffler un pénalty clair et net après visionnage à la VAR. Donc l'arbitre est parti pourtant voir la VAR, il dit qu'il n'y a pas pénalty. Pourtant, les gars, moi, c'est pas que je suis... si je suis plus côté lillois, vu que c'est une équipe bien sûr française, mais il y a totalement pénalty. Le joueur, le numéro 16, là, lui tire totalement le maillot. Voilà, tirage de maillot, ça fait tomber le joueur, il y a pénalty. L'arbitre n'a rien dit. Et du coup, l'arbitre annule le pénalty qui aurait pu être bien sûr pour l'équipe de Lille. Donc c'est pour ça qu'Olivier Létang, ça n'a pas du tout passé bien sûr pour le président lillois. Donc voilà ce qu'il y a à dire. Donc défaite bien sûr de Lille qui avait gagné ses 2 premiers matchs et du coup défaite hier contre cette équipe. Et Nice, 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 de toute façon on sait que c'est souvent défaite et ça a été encore le cas hier du côté du Celta Vigo. Pourtant le Celta, on sait que c'est une équipe abonnée au 1 partout. Je crois que depuis le début de saison ils ont fait 7 en une dizaine de matchs. Ils étaient proches du 1 partout et non, parce que Iglesias a marqué contre son camp et du coup victoire du Celta Vigo 2-1 contre Nice. Bon, Jonathan Klaus a pris rouge à la 38e, c'est vrai que ça pénalise totalement. On avait parlé de Marseille qui avait pris rouge juste avant la mi-temps, ce qui a pénalisé l'équipe pour la deuxième mi-temps. Ça a été pareil pour Nice, les gars, 10 contre 11, ça a été trop compliqué, même à 11 contre 11. On pense que Nice, les gars, n'avaient pas fait le job parce que Nice, en Coupe d'Europe, ça va pas, les gars, c'est pas moi qui
qu'il invente, les gars, c'est les stats, ça ment pas les stats. 12e défaite consécutive déjà à l'extérieur. 12 matchs d'affilée à l'extérieur en Coupe d'Europe, 12 défaites. Même pas de nul, pas de victoire, rien que des défaites. Nice a encaissé en plus au moins 2 buts lors de ses 15 derniers matchs de Coupe d'Europe. Alors, en plus, ils prennent pas mal de buts. Voilà. Donc voilà, Nice n'a plus gagné depuis 15 matchs en Coupe d'Europe. On a parlé bien sûr des 12 derniers déplacements qui sont bien sûr en défaite. Mais même à domicile, tu n'arrives pas à gagner. Tu as fait des nuls. Heureusement que tu fais quand même quelques nuls. Ouais, voilà, mais c'est quand même très léger. Il y a que des croix, enfin beaucoup de croix. Un peu de jaune, mais pas de vert. Voilà, pas de vert, pas de victoire. 15 matchs d'affilée sans victoire. C'est une catastrophe. Alors, comment cette équipe peut, par exemple, gêner par exemple l'équipe de Lyon il y a quelques jours, bien sûr, en Ligue 1, et autant flopper en Coupe d'Europe. Pourtant, voilà, le Celta Vigo, les gars, c'est pas le FC Barcelone ou Liverpool. Voilà, c'est vraiment une équipe totalement à la portée de Nice, mais ils n'arrivent pas. C'est la même chose pour le Fenerbahçe, la même chose pour Bodo Glimt, Elfsborg, Union Saint-Gilloise. Voilà, tous ces clubs, Nice n'a pas réussi à les battre. Et Nice, ça n'a même plus mené au score. Ça aussi, c'est fou. En Coupe d'Europe depuis avril 2023 et plus de 1204 minutes de jeu où ils n'ont pas mené au score. La dernière fois que Nice avait mené au score, donc c'était face à Bâle en conférence Ligue 1 le 20 avril 2023. Bah tiens, si vous voulez voir ce match-là, c'était là. Donc bon, ils avaient perdu. Ils menaient à 0, mais ils avaient perdu le match de 1. Et sinon, tous ces matchs-là, jamais ils ont mené au score. Donc c'est un problème, bien sûr, du côté de Nice. C'est une équipe plutôt pas mal, on va dire, en Ligue 1, parce que s'ils jouent la Coupe d'Europe, c'est qu'ils ont accroché bien sûr une place européenne, mais après il faut faire le taf quand même en Coupe d'Europe, parce qu'il y a des équipes bien sûr qui feraient plus le taf. Je pense à Brest, saison dernière en Ligue des Champions, ils ont fait quand même belle figure, alors que Nice en Europa League, voilà, c'est pour ça qu'il faut poser un petit peu un coup de gueule contre cette équipe en Coupe d'Europe. C'est pas du tout bon pour l'indice UEFA de perdre autant de matchs. Bref, c'est comme ça. On continue avec d'autres rencontres en Europa League. Nottingham Forest qui a changé de coach. On sait que Nuno Espirito Santo a été remplacé par Ange Postecoglou. Et Postecoglou, samedi dernier, a été viré. Et c'est Dish, l'ancien coach d'Everton, qui est le nouveau coach. Et premier réussi. Victoire 2-0 à la face au FC Porto, qui n'est toujours pas perdu cette saison. Donc Gibbs White et Igor Jesus, les deux buts inscrits sur penalty. Voilà, donc du coup, victoire de Nottingham 2-0. Et une première depuis 30 ans pour Nottingham Forest, avec leur victoire 2-0 contre Porto. Les Reds ont remporté un match en compétition européenne pour la première fois depuis 1995. Je ne sais pas que cette équipe de Nottingham a déjà gagné la Ligue des Champions. Je ne sais plus s'ils l'ont gagné une ou deux fois, mais bon, je sais qu'ils l'ont déjà gagné moins une fois, la Ligue des Champions. Donc voilà, c'était à l'époque, ils étaient très forts, après une période très creuse. On les a l'impression de revenir un petit peu, mais voilà, victoire pour eux hier, 2-0 contre Porto. Et Porto, du coup, s'incline pour la première fois de la saison face à Nottingham 2-0 sur 2 pénaltys. Donc les hommes de Francesco Farelli étaient sur une série de 11 matchs d'affilée sans défaite, toute compétition confondue. Première défaite pour eux. À l'équipe du FC Porto. Le Fenerbahçe s'est imposé 1-0 contre Stuttgart. Aktürkoğlu, tiens, on parlait de lui il y a quelques jours, c'était son anniversaire, il a fait peut-être son cadeau d'anniversaire, bon, quelques jours après son anniversaire, avec un but hier soir à la 34e, buteur sur penalty, le joueur turc. La belle victoire aussi du Ferencváros du côté de l'Autriche, du côté du Red Bull Salzbourg, en Autriche, donc victoire 3-2 pour l'équipe hongroise. Et la défaite comme d'Aston Villa du côté de Go Ahead Eagles, je ne sais pas trop qui est cette équipe. Bref, Aston Villa qui a un gros morceau bien sûr en Europa League, mais ils sont inclinés de 1 pour 2, mené 1-0. Regardez, Yvan Guessant, l'ancien attaquant de Nice, tiens, il a inscrit son premier but, c'est qu'il est galéré un peu du côté de Aston Villa. Il a marqué seulement le 23 octobre, donc hier, alors qu'il est arrivé lors du dernier mercato estival. Donc ça faisait quand même 2 mois qu'il était là-bas, il n'a toujours pas marqué le moindre but. Premier but pour lui, mais bon, ça n'a pas suffi, son équipe s'est inclinée 2-1. Tous les autres résultats, bien sûr, de cette soirée de Europa League, donc on pourrait parler de qui, tellement qu'il y a une match, bien sûr, tiens, l'AS Roma qui a été battu à domicile contre Victoria Pilsen 2-1. Voilà, donc les Young Boys de Berne se sont imposés eux 3-2. Ou par exemple, le Celtic qui est à Glasgow qui s'est imposé 2-1 contre Sturm Graz. Voilà, concernant toute cette soirée d'Europa League et le classement, donc il y a 3 équipes qui ont fait carton plein, donc Midtjylland, Braga et Lyon. Voilà, ces 3 équipes, 3 matchs, 3 victoires, sont bien sûr 3 premières positions. Donc concernant les clubs français, donc Lille 11e, parce que Lille 3 matchs, donc 2 victoires, 1 défaite, ils ont quand même 6 points, donc c'est pour ça quand même qu'ils sont bien classés. Et Nice, les gars, Nice, ils sont parmi les 4 équipes qui n'ont pas gagné avec 0 points, 33e bien sûr Nice. Donc voilà, c'est pas encore fini, il reste 3 journées, il y en a 8 en tout, donc il reste encore 5 matchs. Mais il va falloir gagner parce que déjà le top 8 là maintenant ça semble compliqué bien sûr, mais rien qu'au moins finir dans les 24 premiers,
Voilà, c'est totalement à la portée quand même pour une équipe comme Nice. Donc maintenant, il faut prendre des points, il faut gagner bien sûr les prochaines rencontres. On continue, on va parler de l'Europa Conference League. Il y avait une équipe française qui jouait également. Strasbourg, tiens, qui jouait contre Jagiellonia. Donc c'est une équipe du côté de la Pologne. Il y a une très bonne équipe. Voilà, donc peut-être c'est une équipe personne connaît, ça que je ne cache pas, je la connais pas non plus. Mais à ce que j'ai pu voir, hein, c'est une équipe très bonne. Hein, je crois qu'il est leader actuellement du championnat polonais. Bon, en tout cas, voilà, Strasbourg, voilà, vraiment galéré. Il perdait 1-0. Pozzo était buteur côté équipe visiteuse avant que Panicelli égalise. En plus, un magnifique but, les gars, Panicelli. Regardez, il se retourne acrobatique. Pour égaliser. Lui qui avait marqué un doublé contre le PSG il y a quelques jours. Hein. Il fait la une aujourd'hui du journal Équipe version Strasbourg. Le bijou de Panicelli, déjà auteur d'un match éblouissant contre le PSG, bien sûr. Vendredi dernier, l'attaquant argentin du Racing a inscrit hier sur un retourne acrobatique le but de l'égalisation. Quel joueur, bien sûr, ce Panicelli. D'autres résultats, tiens, juste en Europa Conference League, Crystal Palace, hein, qui sont quand même peut-être les grands favoris pour remporter cette compétition. Ils ont perdu 1-0. Ils jouent à domicile contre l'AEK Larnaca. Et l'AEK Larnaca s'est imposé 1-0. Du côté de Palace, ou bien Palace jouera en match de poule contre l'équipe de Strasbourg. Les autres résultats, les gars, de cette soirée d'Europa Conference League, par exemple, en grosse équipe pour la Fiorentina qui s'est imposée 3-0. Le Shakhtar s'est incliné 2-1. Ou par exemple, pour prendre qui l'AEK Athènes qui s'est imposé facilement 6-0 hier soir contre Aberdeen. Et le classement, il n'y en a pas parce qu'il y a un match. On peut voir la Rijeka contre Sparta Prague, PP. Donc en gros, le match n'a pas été fini. Voilà, il sera fini ce soir, donc c'est pour ça que le classement n'a pas été mis à jour, vu qu'il y a une rencontre en gros qui a été jouée hier, mais elle a été interrompue. Je sais pas, peut-être par rapport à la météo, je sais pas ce qui s'est passé. Le match se finira ce soir, donc on verra le classement demain. Du coup, on va faire le point sur cette semaine des clubs français, et c'est pas super, hein, donc avec seulement 2 victoires sur tous les matchs qui ont été joués. Donc le Paris Saint-Germain, bien sûr, victoire 7-2, et la victoire de Lyon. Donc il y a eu des matchs nuls, hein, donc Monaco, un match nul seulement à Monaco contre Tottenham, et des défaites. Donc Marseille, il y a eu Strasbourg aussi nul, Nice et Lille. Voilà, donc seulement 2 victoires et beaucoup de regrets cette semaine, parce que bien sûr Marseille, on sait qu'ils auraient pu aller chercher quand même quelque chose de mieux contre le Sporting. Monaco a totalement dominé Tottenham, hein. Vicario a été élu homme du match, hein, donc le gardien de Tottenham, c'est-à-dire que Monaco a un peu plus de réussite, ils auraient gagné le match bien sûr. Strasbourg, ils auraient pu faire plus le taf. Bon, Nice, on n'en parle pas, mais Lille, les gars, on sait que c'est un peu frustrant à domicile. Bon, voilà, avec des si, bien sûr, hein, tu peux faire plein de choses. Voilà, quand même le bilan, on va dire très moyen des clubs français. On bascule nous sur la Ligue des Champions. Donc là, on a parlé de l'Europa League, tout ça, mais on revient nous sur la LDC. Il y a des choses à dire, bien sûr, sur cette compétition. Et tout d'abord, l'équipe type de la semaine en Ligue des Champions. Donc voilà, tiens, Vicario, qu'on parlait juste avant, le gardien de Tottenham, il a réalisé 8 arrêts quand même contre Monaco. 8 tirs cadrés, 8 arrêts. Donc il est présent dedans. Pour dire que voilà, Monaco, dommage. Hein. Donc Nuno Mendes, tiens, le seul Parisien. Pourtant, Paris s'est imposé 7-2, mais bon, il y a plein d'autres joueurs aussi qui ont été performants dans d'autres équipes. Donc Mendes, regardez, quasiment tous les joueurs là ont tous été au moins une fois buteurs. Mendes, il a marqué. Gabriel, défenseur, il a marqué. Van Dijk, il a marqué. Dumfries, il a également marqué. Karl, il a marqué. Nmecha, il a mis un doublé. Fermin Lopez, il a mis un triplé. Gordon, il a marqué. Guru Reza, donc il a marqué un doublé avec Bilbao. Et Man, il a marqué aussi du côté du PSV. Voilà. Tout le monde a marqué sauf le gardien qui a réalisé un gros match. Voilà. Concernant bien sûr cette équipe type de la semaine, il y aura pu avoir d'autres joueurs aussi. Men aussi, il a marqué un doublé. Il aurait pu être aussi un numéro 9. Après, il faut faire des choix. C'est l'UFA bien sûr qui fait à chaque fois cette équipe de la semaine. Concernant le meilleur joueur de la semaine, elle choix entre 4 joueurs. Et c'est Fermin Lopez, le seul qui a inscrit un triplé. Les autres avaient marqué un doublé. Donc on a le choix contre Gurezeta, Man et Nmecha et Fermin Lopez. Donc Lopez est le seul à marquer triplé. Donc c'est lui l'homme de la semaine. Donc félicitations bien sûr lui. Il succède à Mbappé qui a remporté le prix pour la deuxième journée de Ligue des Champions. Qui a marqué le triplé aussi Mbappé contre Kerat Almaty lors du tour précédent. On continue toujours avec cette semaine. J'ai dit c'est historique. Plus de 71 buts ont été inscrits. C'est simple, à une moyenne de 3,94 buts inscrits par match. Une moyenne en gros on va arrondir à 4 buts inscrits par rencontre. Donc voilà, ça a été bien sûr un festival de buts en Ligue des Champions. Concernant la prochaine journée qui aura lieu dans 2 semaines, voilà, donc voilà, ce sera la journée, ce sera mardi, mercredi, comme d'habitude, je crois que ce sera le 4 novembre à peu près. Regardez les matchs, PSG Bayern, le premier contre le deuxième. Il y aura aussi un Liverpool et Real Madrid, qui sera énorme. Un City Dortmund par exemple, ou même un Olympique de Marseille, Atalanta Bergame. Encore plein d'autres belles affiches bien sûr. Donc ça sera dans 2 semaines bien sûr cette grosse soirée de Ligue des Champions. Là, à la 4e, on sera à la moitié bien sûr des matchs, on va dire des matchs de poule. On continue toujours avec cette Ligue des Champions bien sûr. Et Vincent Kompany a relativisé l'importance du top 8 en citant le PSG la saison dernière. Il dit que voilà, c'est pas que tu finis dans le top 8 que une équipe du top 8 va finir
vainqueur de la Ligue des Champions. La preuve avec le PSG, saison dernière, Paris avait fini 15 ou 16e, souvenez-vous du classement bien sûr. Ils étaient passés par les barrages, c'est eux qui a gagné la LDC. Donc il a dit, je ne pense pas que le top 8 sera déterminant pour savoir quelle équipe remportera la Ligue des Champions. Bon, après, il y a plus de chances que ce soit comme une équipe du top 8, vu que ce sera l'équipe qu'on a le plus gagné, bien sûr, en match de poule, mais pas obligé. On a pu le voir avec Paris saison dernière, bien sûr. Donc l'année dernière, le PSG l'a prouvé. Je pense que cette année encore, ça ne sera pas un facteur vraiment important. Le plus important, bien sûr, c'est de se qualifier pour les 8e de finale. N'oubliez pas que si tu finis dans le top 8, tu joues déjà pas les 16e, parce qu'il y a des 16e de finale, maintenant les barrages, on va dire. Et surtout, déjà, ça te met une semaine de repos. Ça t'évite 2 matchs dans les calendriers très chargés. Et aussi, 8e de finale. Par exemple, les 2 premiers, les gars. Par exemple, le premier et le deuxième, la plus unique. Donc pour l'instant, ce serait le PSG Bayern. Ils ne pourraient pas s'affronter avant la finale. Voilà, parce qu'ils sont chacun dans une partie différente, comme Liverpool et le Barça saison dernière. C'était les 2 premiers de la dernière saison. Et aussi, ils reçoivent jusqu'en demi-finale. Voilà, c'est pour ça que finir, par exemple, Paris, s'ils finissent premiers, s'ils vont au moins jusqu'en demi, à chaque fois, ils recevront Parc des Princes lors de le 8e de finale retour, le quart de finale retour, demi-finale retour, vous avez compris, en cas de qualification. Bien évidemment, donc c'est pour ça que c'est important, bien sûr, de finir le plus haut possible, bien évidemment, de ce classement. On continue, toujours, on parlait du Bayern avec Vincent Kompany, qui parlait du PSG un peu, futur adversaire du Bayern, mais aussi, on va parler du jeune Lennart Kall, l'homme du match, je ne cache pas, je ne connaissais pas le joueur. J'ai eu la chair de poule en entendant l'hymne de la Ligue des Champions. Donc il savoure sa performance en Ligue des Champions. Donc c'est un rêve devenu réalité. Gagner le titre d'homme du match à 17 ans signifie beaucoup pour moi. Ma famille m'a déjà envoyé un SMS, c'est tellement bon. En plus, il est devenu le plus jeune buteur de l'histoire du Bayern en Ligue des Champions. Il a déplacé Musiala de 100 jours à peu près. Voilà, donc félicitations bien sûr à cette jeune pépite allemande. On va parler cette fois-ci de l'Olympique de Marseille, donc ça passe toujours pas, cette défaite contre le Sporting, parce que c'est que Marseille, c'est peut-être mis une balle dans le pied tout seul, il gagnait 1-0, le match était maîtrisé avant ce rouge, ce coup du sort en gros. Bon, Emerson, les gars, n'avaient pas faire une simulation. Et De Zerbi, les gars, n'a pas émis une question sur un éventuel cap à passer en Ligue des Champions pour Marseille. Il a dit en première mi-temps, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain et c'était l'Olympique de Marseille. La seconde période, je vous fais remarquer que nous étions seulement 10 joueurs contre une équipe qui a l'habitude de jouer la Ligue des Champions à l'extérieur avec 10 joueurs. Ça change tout. Honnêtement, le premier carton jaune pour Emerson était sévère et je pense franchement que l'arbitrage n'a pas été au niveau du match. Et à l'arrivée, les joueurs du Sporting n'ont pas eu tant d'occasions de frapper. Voilà, voilà ce qu'il a pu dire sur le match, bien sûr. Il dit que ça a été défaite parce qu'il y a eu rouge et du coup après ça a été trop compliqué, mais bon, on sait qu'il y a des équipes des fois qui jouent à 10 contre 11 et qui arrivent à faire des belles performances. La preuve qu'avec Lens, il y a 2 semaines en Ligue 1 contre Rennes, il y a eu je crois 0-0, il y a eu un match nul, mais Lens aurait même mérité de gagner. Ils avaient eu tellement d'occasions alors qu'ils jouaient avec un joueur en moins, donc c'est pas dire à chaque fois, même si bien sûr c'est plus compliqué, mais des fois tu peux te surmotiver et être encore plus fort en gros que c'était 11 contre 11. Et toujours avec De Zerbi expliquer aussi ses changements, parce qu'à la mi-temps bien sûr Emerson, défenseur, il a pris un rouge, donc il était obligé de faire rentrer un défenseur, donc il a sorti Greenwood. Donc j'ai fait le choix de sortir Greenwood parce qu'ils ont expulsé Emerson. On devait défendre à 5 entre Greenwood et Pexao. À ce moment-là, celui qui avait les caractéristiques pour défendre attaquer en même temps était Pexao. Donc c'est pour ça qu'il a dit que Greenwood, vu qu'il fait très peu les efforts défensifs, il fallait sacrifier un joueur offensif. C'est Greenwood bien sûr qui est sorti. L'année dernière, quand on était 10 à Lyon, on avait Masson en avant-centre et il avait beaucoup de mal. Voilà, il existait dans le match. Même Vermeuren qui avait bien joué en première mi-temps, j'ai dû le remplacer pour mettre un peu plus de poids dans notre jeu. Voilà ce qu'il a pu dire. Et concernant Riolo, donc lui il en veut, il arrache quand même de Roberto De Zerbi par rapport à son coaching. Il a dit De Zerbi a vraiment été mauvais alors du coaching qu'il a pu faire contre le Sporting. La gestion de De Zerbi est plus que critiquable, elle est totalement ratée. On peut se poser des questions sur la façon dont il a géré la mi-temps. S'il faut sortir un joueur, tu sors Aubameyang. C'est vrai que lui il avait hésité entre Pexao et Greenwood, mais voilà, pour Daniel Riolo, s'il aurait été coach, mais il n'est pas coach, Riolo est seulement consultant, mais lui il aurait sorti plutôt Aubameyang, tout simplement la mi-temps. Aubameyang n'a plus les jambes pour la profondeur. Voilà. Bon, après c'est facile de dire qui aurait dû sortir à la fin de match quand tu fais le bilan de la rencontre, mais bon, il a dû prendre des décisions de Zerbi, du coup il a sorti Masson Greenwood à la mi-temps. Toujours sur ce match de l'OM, donc Timothy Weah a relativisé la défaite de l'OM, il a dit c'est surtout une déception, on veut gagner tous les matchs bien sûr, c'était un peu dur, surtout que Marseille restait sur 5 victoires d'affilée, c'est pour ça qu'il était dans une belle spirale, mais tout le monde l'a vu, il n'y a
Enfin, il n'y a pas besoin d'en dire plus, c'est fini, on ne peut rien changer. Comme le coach l'a dit, il ne faut pas en faire un drame, ce n'est pas la fin du monde. Hein. En première mi-temps, on faisait un gros match, c'est dur, hein, mais il faut vite se reconcentrer sur Lens. Hein. Demain, les gars, il y a Lens-Marseille. Hein. Là-bas, c'est toujours difficile, je suis fier de mon équipe, on a bien travaillé. Maintenant, on passe à autre chose. Voilà, donc c'est fait. De toute façon, le match ne va pas être rejoué. Maintenant, pensez, voilà, ce match déjà contre Lens, et pensez à la prochaine rencontre de Marseille qui sera à domicile contre l'Atalanta Bergame. Une équipe à la portée bien sûr de Marseille comme le Sporting, mais voilà, là il faudra gagner parce que si tu prends pas de points à l'extérieur, parce que pour l'instant 2 matchs de défaite, le Real et Sporting, il faudra prendre des points à domicile hein, si tu veux te qualifier pour la suite de cette compète. Et pour finir tiens, avec Marseille, dernière info, hein, juste Mehdi Benatia a mis en valeur Igor Pexao. Hein, c'est vrai qu'en ce début de saison, sacré recrue. Hein. Donc pour moi, un petit comme ça, c'est que du bonheur parce qu'il n'est pas très grand. Hein. Pexao, je ne sais même pas s'il fait 1m70, il fait peut-être 1m65 et du coup, il est très bon. Voilà. Les petits joueurs comme ça, un peu comme Messi aussi qui fait 1m68, Messi, des fois c'est des bons joueurs, des joueurs petite taille. Hein. Comme d'habitude, après 2 matchs, on te fait tout un scénario, on t'explique que tu t'es trompé, en gros qu'il ne fallait pas recruter ce joueur. Hein. Et à l'arrivée, il est venu, il a montré pourquoi il est là. C'est un mec qui est généreux, s'il doit la donner, il la donne. S'il doit frapper, il frappe. Hein. Quand il y a la course à faire et qu'il faut suivre son latéral, il le fait. Il fait les efforts défensifs, offensifs. C'est une très bonne recrue, bien sûr, ce Igor Pexao, n'oubliez pas, recrue la plus chère hein, de l'histoire de l'Olympique de Marseille. Voilà ce qu'il y a à dire sur Marseille. Hein. On bascule maintenant sur Liverpool et toujours un peu sur la Ligue des Champions. C'est que Liverpool a cassé cette spirale de 4 défaites d'affilée en s'imposant 5-1 à Francfort. Et Wirtz revient sur son match face à Francfort. Il a fait 2 passes D, ça va lui faire du bien, mais il a dit, hein, je sais que je peux faire beaucoup plus. Hein. Oui, certainement. Je pense que la seconde période a été vraiment bonne. Je suis donc satisfait que nous ayons gagné et que je sois enfin impliqué sur un but, même sur 2 buts. Il a fait 2 passes D parce qu'on sait que les buts de saison, les gars, c'était du 0 but, 0 passe D en première ligue. Là, ça est décisif, on va dire, en Ligue des Champions avec ses 2 premières passes D. Hein. Toujours avec Liverpool, donc Arne Slot aussi a mis en avant l'impact de Hugo Ekitike, peut-être la meilleure recrue de Liverpool sur ce dernier mercato. Donc son premier but était spécial, on a pu voir sa vitesse dans une telle action. Il s'agissait aussi d'un moment que nous attendions. Comme je l'ai dit avant le match, hein, nous avons réussi à créer de nombreuses occasions au cours des dernières semaines, mais malheureusement, nous n'avons pas toujours réussi à les convertir en but. Hein. C'est pour ça que voilà, si tu ne marques pas, tu te fais punir. C'est pour ça que Liverpool a enchaîné les défaites sur les dernières semaines. Hein. Il a incarné une menace et a fait un bon match. Voilà ce qu'a pu dire Arne Slot hein, sur Hugo Ekitike. Hugo Ekitike a fait preuve de grande classe à Francfort. Son ancien club, il y a 4 mois, les gars, il est à Francfort. Donc maintenant, il joue à Liverpool. Il a été buteur pour Francfort, son ancien club. Il a dit quelle bénédiction d'être de retour ici. Merci pour votre amour et tout le meilleur. C'est pour ça quand il a marqué, pas de célébration bien sûr, pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Et toujours tiens avec Liverpool à noter aussi, ça c'est un coup dur, hein, que Arne Slot, donc le coach, a confirmé que Jérémy Frimpong sera absent quelques semaines et après une gêne à l'adducteur. Voilà, donc on lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. On va parler tiens de Nico Williams. Hein, tiens, il a joué avec Bilbao hein, lors du match contre Karabakh, c'était mercredi plutôt, et s'est réjoui de la Ligue des Champions avec son frère Inaki Williams. N'oubliez pas que ce joueur a pu rejoindre le Barça. Alors, tout début de mercato en juin dernier, hein, il y avait des grosses rumeurs, puis du coup non, il a prolongé à Bilbao, mais il a dit jouer la Ligue des Champions est un rêve devenu réalité, mais le faire avec mon frère, ça n'a pas de prix. Il aurait pu le faire avec le Barça, mais il dit que c'est une autre saveur de le faire avec son grand frère Inaki Williams. Hein. Nous seuls savons ce que cela signifie et tout ce que nous avons traversé pour en arriver là, pour jouer tout simplement. Cette Ligue des Champions, mais pas que Bilbao hein, recevra le PSG là d'ici quelques semaines. Enfin, les 2 équipes s'affronteront. On va parler de Sébastien Pogognoli a tenté d'expliquer le manque d'efficacité contre Tottenham. Alors du Monaco-Tottenham où j'ai dit un Vicario, bien sûr, enfin un match exceptionnel. Il a dit hein, je pense que le gardien est l'homme du match. Cela veut dire beaucoup. Il a en effet effectué plusieurs arrêts magnifiques. Il ne faut pas oublier que la débauche d'effort est énorme dans mon style de jeu, ce qui peut expliquer ce manque de fraîcheur et de lucidité dans les moments importants, dans le dernier tir, bien sûr, pour mettre le but. Hein. Ça va venir naturellement en continuant à travailler. Voilà ce qu'a pu dire tout simplement Sébastien Pogognoli. Voilà ce qu'a à dire sur la Ligue des Champions. C'est que là, on a fait le tour sur les autres des matchs qu'on avait parlé, mais avec d'autres infos. Voilà, donc maintenant on bascule sur le programme du jour. Aujourd'hui, les gars, fini à la Coupe d'Europe. Voilà le programme, hein. Ça revient, les gros championnats. Tiens, le Werder contre Union Berlin ce soir. Leeds contre West Ham ce soir à 21h. Il y aura aussi la Real Sociedad contre le FC Séville ce soir à 21h. On parlera de ses résultats demain. Le Paris FC reçoit au stade Jean-Bouin, le stade 30 mètres du Parc des Princes, le FC Nantes ce soir. Il y aura un AC Milan en Pise, aussi à 20h45, il y aura une journée de Ligue 2, on en fera le point. Sur toutes ces rencontres, il y a le derby en Ligue 2, Reims 3, on ne pas que 3 est actuellement leader, de ce championnat de 2e division française. Et le gros match du week-end, hein, c'est quand même après-demain, on est le 24, c'est le 26. C'est dimanche après-midi, c'est en Espagne, et c'est le Classico, les gars, bien sûr. Le match aura lieu au Real. Et voici les 8 derniers résultats du Classico hors match amicaux, que match officiel.
Là, c'est les 4 derniers. Donc, la saison dernière, ça a été que des victoires du Barça. 4-3, donc là ça avait été je crois, en coupe du Roi après prolongation, hein, souvenez-vous, il y a eu le 3-2, il y a eu le 5-2, il y a eu le 4-0. Hein, saison dernière en Liga, le Barça s'est imposé 4-0 au Real, donc là le match a lieu au Real, on verra si le Barça arrivera à en remettre 4, hein, on verra. Et les 4 avant les gars, hors match amicaux, c'est des matchs officiels, donc c'était 4 victoires du Real, donc 3-2, 4-1, 2-1, 4-0, donc voilà sur les 8 derniers, donc bon là on va dire que le Barça est plus... en confiance vu que les 4 derniers ont été remportés par le Barça, mais les 4 avant ont été remportés par le Real. Concernant bien sûr ce match. Et même par rapport à donner un pronostic, on sait que les Classicos, c'est toujours très compliqué à dire voilà, qui on voit favori dans cette rencontre. Hein, parce que ça peut aller dans tous les sens, bien sûr. Les Real Madrid, FC Barcelone. Concernant ce match, hein, tiens, quelques infos. Tout d'abord, Rafinha a participé à toute la séance d'entraînement du Barça hier. Hein, donc prêt pour le Classico, certainement. Après, bon, il devrait être dans le groupe. Hein, certainement. Après, ce qu'il jouera, enfin titulaire. Pas sûr. Hein. Après, il revient quand même d'un mois de blessure. Est-ce qu'il faut le mettre directement titulaire dans un match où il y aura beaucoup d'intensité alors qu'il a été blessé pendant un mois? Peut-être pas de prendre de risque non plus, mais après on le verra certainement jouer, parce que même s'il n'est pas titulaire, il rentrera certainement en fin de match. Hein. Donc voilà, concernant Rafinha, c'est comme la bonne nouvelle, hein, parce que c'est un joueur qui a été décisif comme 7 fois en 4 matchs, la saison dernière. Sur les 4 Classicos, 7 fois il a été décisif avec des buts, des passes. Donc voilà, c'est un joueur hyper important. De Jong, les gars, et Christensen sont absents à l'entraînement du jour avec le FC Barcelone. Maintenant, à 2 jours du Classico, enfin, ils étaient absents hier. Donc l'entraînement hier jeudi. Est-ce qu'aujourd'hui, vendredi, ils seront présents ou pas? On verra. Ils sont malades. Ils ont une gastro, tout simplement. C'est Christensen de base qui l'avait. Et vu qu'ils sont très amis avec De Jong, donc il a donné en gros sa maladie à De Jong. Il ne faut pas trop que ça se propage hein, dans le vestiaire du Barça, sinon ça pourrait être terrible bien sûr pour le match contre le Real. Du côté du Real, donc eux ils vont récupérer pas mal de joueurs. Regardez tous ces joueurs qui étaient blessés là depuis quelques temps vont tous revenir. Hein, donc Dani Carvajal, Dani Ceballos, Huijsen, Raúl Asensio. Bon, il a joué oui contre la Juve, mais il est sorti sur blessure. Mais c'est une petite blessure parce qu'il devrait bien être là. Et Trent Alexander-Arnold, blessé depuis plus d'un mois, le match contre Marseille en LDC. Et bien tous ces joueurs devrait être de retour, et parmi ces 5 joueurs là il y a quand même 4 défenseurs. Voilà, ça c'est une bonne nouvelle bien sûr pour le Real. Rashford tient sur le Classico, il prévient le Real Madrid les gars, maintenant 48 heures de ce match, hein, j'ai vraiment hâte de disputer le Classico, son premier Classico. Hein. En tant que joueur, ta carrière n'est pas très longue et ensuite ces matchs te manquent. Hein. Je vais tout faire mon possible pour gagner ce match tout simplement. Voilà, lui qui est très important sur ce début de saison, c'est le joueur le plus décisif du côté du FC Barcelone, Marcus Rashford, et il entend bien faire mal au Real Madrid hein, pour son premier Classico, on va dire, dimanche. Hein. Lamine Yamal, tiens aussi, Lamine Yamal, les gars, donc lui, voilà, il est avec Ibai, je sais pas si on le voit là, c'est le streamer qui est en plein milieu avec le maillot gris, hein, donc c'est un grand streamer célèbre espagnol. Il est en interview avec Lamine Yamal, hein, Ibai lui dit, hein, c'est difficile de marquer au Bernabeu, non? Donc Lamine lui a dit, la dernière fois qu'on y allait, on avait mis 4 buts, hein, c'est avec la victoire 4-0 là que j'ai dit, hein, en Liga je vous parle, hein. Donc il a dit, non c'est pas difficile, on a mis 4 buts la dernière fois, hein. Et Ibai lui dit, hein, tu dois marquer au Bernabeu, et Lamine Yamal a dit, je l'ai déjà fait, tu te rappelles pas. Voilà, donc il envoie un petit peu d'épique bien sûr au Real Madrid, hein, il est très confiant Lamine Yamal, bon, c'est un peu son caractère. Maintenant on sait que des fois souvent il met qu'il est en mission avant des matchs, donc là il est en interview les gars, c'est un tout pour la Kings League, hein. Et puis il dit que pas de souci hein, pour lui, voilà, son équipe va faire le taf, hein, on verra. Et toujours avec Lamine, hein, les Porcinos, enfin Los Porcinos, hein, c'est comme le Real Madrid, je sais pas trop ce que c'est Los Porcinos, bon bref il dit c'est comme le Real Madrid, ils volent et ils se plaignent tout le temps. Et bah il dit le Real Madrid vole, hein. Bah voyons, donc on dit oui, en gros le Real Madrid vole, je sais pas trop, voilà, en gros les pics quand même envoyés de Lamine Yamal sur le Real Madrid à 48 heures bien sûr, donc là il lance totalement ce match hein, bien sûr, Lamine, donc voilà ce qu'elle va dire sur Lamine Yamal. On va parler toujours hein, sur ce Classico bien sûr, et d'Arda Güler les gars, donc lui il est clair, hein. Je pense que nous pouvons tout gagner cette saison, donc championnat, LDC, Coupe du Roi, voilà, que le Real peut tout rafler hein, sur cette saison, bien sûr. Hein. Nous allons essayer de tout gagner car je pense que nous faisons du très bon travail. Bon après on verra bien sûr, on en reparlera d'ici mai-avril, où là on en saura beaucoup plus de la saison du Real, parce que là on est seulement en début de saison, hein, au 24 octobre, hein, c'est le début. Hein. Et Arda Güler valorise aussi l'impact de Xabi Alonso sur son développement. Hein, il est très content, en gros, qu'il y a eu un changement d'entraîneur. Hein. C'est passé de Ancelotti à Xabi Alonso, qui lui fait beaucoup plus confiance qu'Ancelotti. Il a dit, je me sens très important grâce à Xabi Alonso, qui a confiance en moi. Je suis très content de la victoire. Donc là c'était contre la Juve, hein, où il a en plus été élu homme du match. Hein. Je fais mon maximum pour donner le meilleur de moi-même. Il me demande de contrôler le tempo et d'être créatif, et je m'en sors bien.
C'est vrai que sous ce début de saison, il est très bon et souvent décisif, le jeune Arda Güler. Et Xabi Alonso, on s'en sait, Arda Güler, après le match contre la Juve, il a dit je suis très satisfait de sa progression, mais nous en voulons encore plus. Donc Arda est en train de s'améliorer dans tous les domaines. Il a seulement 20 ans et a déjà disputé beaucoup de matchs avec le Real Madrid. Compte tenu de son âge et de son talent, nous devons l'accompagner. Il doit s'améliorer dans la prise de décision, dans le pressing, mais il a beaucoup de qualité. Il apporte beaucoup de sens au jeu. Quand il participe, nous avons une meilleure dynamique du jeu collectif. Il prend beaucoup de plaisir à jouer au football. Il veut chercher la passe, tirer le coup franc. Florian Wirtz à Leverkusen était comme ça, parce qu'avant il coachait Leverkusen et Wirtz. Et en gros, c'est son Wirtz, mais du Real Madrid, en gros, dans l'art d'Aguilera. Donc, il est jeune, mais c'est un grand joueur en pleine progression à un niveau élevé. Voilà, donc il est très satisfait d'Arda Güler. C'est pour ça qu'il lui donne autant de temps de jeu sur ce début de saison. Toujours du côté du Real, tiens, on va parler de Hendrick. Donc, lui, le début de saison, c'est 0 minutes. Voilà, donc il aurait pu jouer encore contre la Juve. Non, il n'a pas joué. Et son père, les gars, voilà, le père d'Hendrick, les gars, il a mis un message. Voilà, Douglas Sousa, donc le père d'Hendrick, il a mis ce message. En gros, ton moment arrivera, que ce soit au Real Madrid ou dans un autre club. En gros, il dit que peut-être le mieux pour toi, c'est de partir. En gros, Dieu est avec toi, mon fils. Voilà, le père d'Hendrick sur Instagram, qui conseille peut-être son fils, en gros, d'aller briller ailleurs, parce que du côté du Real, on sait que c'est compliqué d'avoir une progression, parce qu'il ne joue pas du tout. N'oubliez pas que le joueur devrait certainement partir en janvier prochain. On continue, les gars, avec un autre club, et on va parler du Bayern et Musiala. Mais Musiala, souvenez-vous, il est blessé depuis longtemps, depuis la Coupe du Monde des clubs en demi-finale, c'était blessé, un duel avec, je sais plus, je crois, Pachou, je sais plus ce qui s'était passé, bon bref, il a eu une terrible blessure. Donc il est enfin de retour à l'entraînement au Bayern Munich, et ça fait plaisir concernant Musiala. Et Musiala savoure son retour à l'entraînement. Quand je reviendrai, je vais être à 100% à bon niveau pour moi. Donc là, il est à l'entraînement. Donc après, reprendre le match, c'est pas pour maintenant, il faut, je pense, encore un mois. Donc pour moi, c'était génial de revenir sur le terrain. Je me suis senti vraiment bien. J'ai de bonnes sensations au niveau de mon pied. C'est un grand pas en avant. L'objectif est maintenant de me réhabituer à courir, d'augmenter ma vitesse. Ensuite, je commencerai à m'entraîner avec le ballon, dribbler, passer, tirer, parce que pour l'instant, il ne s'entraîne pas encore avec le ballon, il s'entraîne, de reprendre sa masse musculaire perdue pendant sa blessure. Et d'ici 1 ou 2 semaines, il commencera à retoucher le ballon, tout simplement. Donc c'est toujours un processus étape par étape. Il ne faut rien faire trop vite. Il ne veut pas revenir trop vite et rechuter de sa blessure qu'il avait eue, comme j'ai dit, lors de la Coupe du Monde des clubs. Donc on pourrait peut-être le revoir jouer, peut-être début décembre, dans un mois. Je ne pense pas que novembre, il fera son retour. Jamal Musiala, mais c'est une bonne nouvelle, bien sûr, de voir une bonne nouvelle aussi pour le Bayern, bien sûr, d'avoir ce joueur qui ne devrait pas jouer aussi contre le PSG début novembre. Toujours du côté du Bayern, on va parler de Mikel Olise. On apprend aujourd'hui, d'après le directeur sportif du Bayern, qu'il a démenti cette rumeur, en gros, que Olise n'a pas de clause libératoire, parce qu'il y avait des rumeurs, en gros, qu'Olise avait une clause libératoire et que si un club voulait la lever et que le joueur voulait aller dans ce club, il pouvait partir à tout moment du Bayern. Non, les gars, il n'y a pas de clause libératoire dans le contrat de Mikel Olise. Toujours du côté du Bayern, on va parler de Vincent Kompany. Donc là, il y a à peu près 3-4 jours, on a appris qu'il a prolongé officiellement son contrat d'entraîneur du côté du Bayern, mais on apprend que le Bayern a voulu prolonger rapidement Vincent Kompany par peur de Manchester City. Voilà. Donc les dirigeants redoutaient une offensive de City en cas de départ de Pep Guardiola en 2027. Parce que Guardiola, il y a un moment, il va partir de City, ça se peut peut-être. Déjà là, on avait pensé peut-être qu'il pouvait partir en 2025. Bon, bref, il est resté 2 années de plus, mais c'est pas qu'il a un contrat jusqu'en 2027, qu'il restera jusqu'en 2027 à Guardiola. Il peut peut-être partir fin de saison, peut-être en 2027. C'est pour ça peut-être que City penserait peut-être à Kompany, ancien joueur du club. C'est pour ça que le Bayern a voulu prolonger pour sécuriser tout simplement leur entraîneur. On continue avec Léo Messi. Ça, c'est une très grosse nouvelle pour lui, pour le football, pour tout le monde, les gars. Donc officiel, Lionel Messi prolonge jusqu'en décembre 2028 avec l'Inter Miami. De base, il est en fin de contrat, en fin d'année, là, en décembre 2025. Là, il est en fin de contrat d'ici 1 an et du coup, il prolonge jusqu'en 2028 son contrat. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On va encore pouvoir savourer Messi encore pendant 3 ans. C'est une très bonne nouvelle, bien sûr. Regardez, c'est lui qui a officialisé cette prolongation. Vous dites, là, il est où Messi? Donc en gros, il est dans le nouveau stade de l'Inter Miami qui est actuellement en construction. C'est pour ça qu'il est en plein milieu là pour faire sa prolongation de contrat du côté de Miami. On va parler de Hakim Ziyech et c'est officiel. Ziyech rejoint le Wydad Casablanca, il était libre. Il n'avait aucun club là depuis fin de saison dernière et voilà, il rejoint cette équipe marocaine. On lui souhaite bonne chance aux joueurs marocains. Manchester United rêve de toucher le gros lot sur l'avant de Marcus Rashford, de Mason Greenwood l'été prochain. Donc Rashford, n'oubliez pas qu'il est prêté bien sûr par Manchester au Barça. Je crois qu'il y a une option d'achat de 35 millions d'euros. Et aussi Greenwood. Donc Greenwood actuellement il est à Marseille, mais Manchester a encore des pourcentages sur le joueur, donc voilà, on ne sait pas s'il partira ou pas Greenwood, on verra fin de saison. Donc voilà, ils espèrent bien sûr toucher le gros lot avec ces 2 joueurs-là, formés bien sûr du côté des Red Devils. Et tiens, en parlant de Manchester United, une nouvelle pépite, les gars, à nous à surveiller. Alors là, vous direz,
Bah tiens, ce joueur, on l'avait entendu ici. Donc c'est, comment il s'appelle, Gigi Gabriel, déjà à l'entraînement avec le groupe pro de Manchester United à 15 ans. C'est un crack. Hein. Le joyau du centre de formation est considéré comme l'un des plus grands espoirs du club de Manchester United et fait partie intégrante du projet à long terme de Manchester. Voilà, 15 ans, il s'entraîne. Regardez, c'est lui qui a mis ça sur sa story Instagram. En gros, il s'entraîne déjà avec le groupe pro à 15 ans. Hein. Donc on pense que d'ici, bon, peut-être aller un an, parce qu'il s'entraîne, tous ces jeux qui catégorie jeune, mais voilà, très prochainement, on le verra, peut-être dans un groupe de Ruben Amorim, et jouer tout simplement à ce qui paraissait une grosse pépite, hein, bien sûr, ce tout jeune joueur. Et on finit aujourd'hui avec Pauletta, les gars, ancien attaquant du PSG, qui a défendu son compatriote Gonzalo Ramos. On sait que du côté du PSG, c'est un peu moyen quand même, Ramos, hein, surtout quand il est titulaire. Donc ce n'est pas facile pour lui quand tu vois la manière dont le PSG joue devant, hein, donc les trois attaquants bougent partout, alors que Gonzalo Ramos est un pur numéro 9. Quand un pur numéro 9, et ben voilà, tu restes dans la surface, voilà, tu bouges peu, on va dire. Hein. Donc c'est un joueur qui reste dans l'axe et dans la surface, ça ne colle pas avec le style de jeu du PSG, hein, parce que le Enrique, il aime bien que les joueurs jouent un peu partout, tout simplement. Quand il entre, hein, qu'il faut un joueur comme lui sur le terrain, il marque des buts, c'est un jeune aussi. Il ne faut pas l'oublier, s'il continue, il va avoir l'opportunité, il pourra devenir un joueur titulaire à Paris. Bon, après, est-ce qu'il faut qu'il soit titulaire, parce qu'on sait que quand il est titulaire, il ne marque pas, mais quand il est remplaçant, il rentre en cours de jeu, il marque à chaque match. Donc voilà, ce qu'a pu dire Pauletta sur Gonzalo Ramos. Donc voilà ce qu'elle va dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Donc nous on se retrouve demain, bien sûr, demain samedi pour le prochain numéro. À demain.